Bonjour à tous et bienvenue dans notre chapitre sur la gouvernance économique mondiale depuis 1944. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser à la période qui va de 1944 à 1971, pendant laquelle un nouvel ordre économique mondial est mis en place. Tout d'abord, le constat que l'on peut faire en 1944, c'est que l'économie mondiale est bouleversée et est complètement à reconstruire. En Europe comme au Japon, les moyens de production sont anéantis par les combats, les marchés sont complètement désorganisés. La livre sterling britannique ne peut plus rivaliser avec le dollar américain. En bref, ces économies sont complètement affaiblies suite à la guerre. A l'inverse, les États-Unis sont devenus la première puissance économique mondiale, notamment du fait qu'ils n'ont pas été touchés directement par les combats et donc ils ont pu augmenter leur production pendant cette période. En 1944, ils produisent à eux seuls 60% de la production mondiale. Ils sont également les premiers producteurs de charbon et de pétrole. Et enfin, ils détiennent plus de 70% du stock d'or mondial. Donc pour garantir leur équilibre économique, ils doivent assurer des débouchés à leur production et maintenir cette dynamique. Enfin, les dirigeants occidentaux ont retenu les leçons de la crise des années 30 pendant laquelle ils ne sont pas parvenus à coopérer, et ce qui a conduit ensuite indirectement à la Seconde Guerre mondiale. Donc en 1944, ils entendent bâtir une coopération économique internationale solide, car selon eux, la stabilité monétaire doit pouvoir garantir la croissance économique, qui est indispensable au maintien de la paix mondiale. Donc suite à ce constat, on va tenter de mettre en place des institutions de coopération économique mondiale. Dès juillet 1944, avant même la fin des combats, les délégués de 44 nations se réunissent aux États-Unis lors de la conférence monétaire internationale de Bretton Woods. Les accords signés à la fin de cette conférence réorganisent l'économie mondiale. Donc des institutions économiques sont créées. La régulation de l'activité doit être assurée par le Fonds monétaire international, le FMI. La redistribution vers les plus pauvres et la reconstruction de l'Europe notamment doivent être financées par la BIRD, qui devient très rapidement la Banque mondiale. Et enfin, la réglementation des marchés doit être assurée par l'OIC, l'Organisation internationale du commerce. Cependant, la création de l'OIC est rejetée par le Sénat américain. Elle est donc remplacée par l'accord tarifaire du GATT qui est signé en 1947 et qui facilite le libre-échange comme règle du commerce international. Donc GATT signifie General Agreement on Traffic and Trade. Comme on peut le constater sur ce petit schéma, les États-Unis sont le pilier du système de Bretton Woods. Tout d'abord car le dollar est la seule monnaie convertible en or, donc il devient donc l'étalon monétaire du système monétaire international, consacrant ainsi la supériorité économique et monétaire des États-Unis. Les États-Unis sont également au cœur du FMI qui est installé à Washington et de la Banque mondiale dont la présidence est confiée à un Américain. En 1947, le plan Marshall lancé par les États-Unis irrigue l'Europe occidentale de dollars pour sa reconstruction. L'objectif ici est double pour les Américains. Tout d'abord, faire rempart à la menace soviétique dans le cadre du début de la guerre froide, mais également ouvrir le marché européen aux produits américains. Cela fonctionne parfaitement car en 1960, les 2 tiers des investissements directs des entreprises américaines se font dans l'Europe des Six. Cependant, ce système de Bretton Woods a également des limites. On peut en voir deux principales. La première limite de ce système, c'est son efficacité qui reste limitée. En effet, ces institutions sont créées et commencent à fonctionner dans le cadre du début de la guerre froide, dans ce contexte. Donc la gouvernance économique mondiale reste de fait limitée aux pays qui sont non communistes. De plus, lors de la conférence de Bandung en Indonésie, qui a lieu en 1955, les pays du tiers-monde choisissent le non-alignement et refusent de coopérer avec les différents blocs. Ils s'organisent plus tard en 1963 dans le cadre du G77 à l'ONU pour réclamer l'instauration d'un nouvel ordre économique mondial plus favorable aux intérêts des pays en développement. En 1960, la création de l'OPEP montre que les pays producteurs de pétrole veulent également peser sur les prix d'une énergie qui est indispensable au commerce mondial. L'autre limite du système de Bretton Woods, c'est qu'il met en péril la stabilité de l'économie américaine. En effet, dans les années 1960, la quantité de dollars en circulation devient supérieure aux réserves d'or des États-Unis, ce qui sous-entend que si tous les détenteurs de dollars demandaient en même temps l'échange de leurs dollars en or, l'économie américaine s'effondrerait directement. Donc face à cette situation, en 1971,
Richard Nixon suspend la convertibilité du dollar en or, comme on peut le voir sur ce graphique. La valeur de cette monnaie devient donc flottante. Donc cette décision unilatérale met de fait fin au système de Bretton Woods, selon lequel la parité de chaque monnaie était fixe par rapport au dollar, qui était la seule monnaie convertible en or. Donc la gouvernance économique mondiale va donc devoir se réinventer suite à cet événement. Voilà, nous en sommes à la fin de cette première vidéo. On se retrouve très rapidement pour la suivante.